Pascal Garbin, que je n'ai pas le plaisir de connaître, mais pourriez-vous vous présenter en deux phrases que vous avez demandé. Pascal Garbin, donc professeur de finance, donc en poste ici donc à Lille, complètement avec un collègue Sarodachi de finance comportementale. Donc là, on va faire on va enchaîner les trois présentations et puis ensuite une discussion générale avec au début un commentaire de Thomas. Ok, merci beaucoup. Donc ici, en fait, il y a un décalage entre donc, ce qui est annoncé au programme, hein, donc finance comportementale, état de l'art, et puis le sujet sur lequel j'ai travaillé, j'en avais parlé donc, à David. Donc je voulais donc investir la littérature sur la finance comportementale et réglementation. Les implications réglementaires de la finance comportementale, et c'est de ça dont je vais vous parler donc aujourd'hui. Voilà, c'est quelque chose d'un travail que je fais avec mes collègues, donc ça réfléchit. Alors donc le plan de la conférence est le suivant, donc de mon intervention le suivant. Donc premièrement, quelle rationalité donc des acteurs, la réglementation financière au regard de la finance comportementale, et enfin donc la question de savoir est-ce que la finance comportementale peut être à l'origine d'une nouvelle réglementation. Bon, bien évidemment, je peux épuiser le thème parce que derrière ces grandes questions, il y en a plein d'autres donc, qui se posent et qui mériteraient donc à elles seules donc, des littératures. Alors, pour commencer, donc, quelle rationalité donc, des acteurs donc, au niveau de la finance comportementale. Alors, la question est importante parce que, bien évidemment, on a différents courants donc, en finance comportementale, enfin, pas tellement en finance comportementale d'ailleurs, au niveau de l'approche comportementale. Ici, je fais référence donc, au papier de Lee qui dit en fait qu'il y a trois grands programmes, qui est le programme des heuristiques et des biais, donc ça c'est Kaspersky pour faire simple. Il y a le programme des heuristiques rapides économes, c'est comme ça que je traduis en Fast and Frugal, donc de Ligrenzer. Et puis le programme des expériences d'économie de marché, pour faire simple, on va dire, c'est Vernon Smith, donc, qui est à l'origine de ce programme. Donc on a ces trois programmes donc, qui avancent en parallèle, et clairement la finance comportementale s'inscrit essentiellement dans le premier programme. Et on va voir pourquoi c'est important du point de vue réglementaire d'avoir ça à l'esprit. Alors il y a bien évidemment donc, des expériences qui sont faites dans le cadre de la troisième approche, donc sur les marchés financiers, mais la théorie donc, les programmes le programme des heuristiques rapides économes est assez peu mobilisé en finance. Et on va voir que le programme des heuristiques rapides économes est très critique vis-à-vis du programme des heuristiques épiques. Alors, si on remonte un petit peu dans le temps, donc il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi une autre approche qui est celle de Herbert Simon. Et Herbert Simon, en fait, quand on regarde la littérature en finance comportementale est très peu référencée et utilisée. Il y a Bergeron et son équipe de Sciences Po qui ont fait un bouquin sur les biais comportementalistes, qui ont fait un travail donc, bibliométrique donc, sur le sujet, sur d'autres sujets, et qui montre qu'en fait, il y a peu de références à Herbert Simon. Et l'explication qu'ils en ont, c'est que c'est là lié donc, parce que la perspective de la nouvelle économie comportementale est finalement plus compatible avec l'économie dominante que celle développée autour de Simon. C'est pareil, on verra les implications de ça. Si donc on regarde par exemple Richard Thaler donc dit clairement dans son dernier bouquin, dans ses mémoires, que les conclusions de la théorie normative standard demeurent valides pour beaucoup de tenants de l'approche comportementale, et on peut dire que c'est son cas à lui. Alors, quelles sont les critiques qu'on peut faire donc, au programme des heuristiques et des biais? D'abord, le fait qu'on se focalise sur des choix qui sont faits dans un contexte essentiellement d'expérience. Donc, si on lit les travaux de base de Kaspersky et puis bien évidemment d'autres auteurs dans ce courant, c'est effectivement donc, des expériences faites auprès des étudiants, auprès de certains publics, mais des expériences qui sont contrôlées de façon à mettre en évidence ces heuristiques et ces biais. Et donc, comme pour l'approche néoclassique, ça c'est important, les comportements sont supposés être universels. Donc, il n'y a pas de capacité d'apprentissage dans la plupart de ces travaux. Si je voulais caricaturer un petit peu, on dirait que
dans l'approche normative de l'économie, il y a les hypothèses qu'on connaît de rationalité, donc axiomatique, et on pourrait dire que dans le programme des heuristiques et des biais, on a aussi donc, des hypothèses qui reposent sur les heuristiques et des biais, mais qui sont aussi universelles que ce que dit en fait la rationalité axiomatique. Si je voulais caricaturer pour faire simple, on pourrait présenter les choses un petit peu comme ça, et les agents donc, sont clairement sortis de tout contexte sociologique dans les deux approches. Je vais donner en introduction, ce que je dis ici, c'est vrai aussi en partie pour l'économie comportementale. Ici, je me suis focalisé sur la littérature en finance comportementale, mais si on lit par exemple le bouquin de Jean-Michel Servet là, sur l'économie comportementale, il fait les mêmes critiques. Je suis assez familier de Raymond Boudon, qui est un sociologue que j'aime beaucoup lire, et donc qui lui-même d'ailleurs a mobilisé des heuristiques et des biais pour expliquer un certain nombre de phénomènes, mais qui reste quand même assez critique par moment.